Alors bonjour, on vous souhaite la bienvenue à une autre émission à l'affût. Aujourd'hui, un beau reportage de chasse aux coyotes en saison hivernale grâce à Éric Cahouette dans la région de la Mauricie. Et on reçoit mon acolyte de toujours, Vincent, qui vient justement nous parler des vêtements spéciaux pour le froid extrême. Alors, on vous rappelle qu'on est en configuration COVID pour que je puisse être capable de parler à Vincent et garder ma distance. Donc, je suis content que tu sois là, Vincent, parce que comme sujet, je veux informer un peu les téléspectateurs d'une grande nouveauté concernant les chasseurs de chevreuil de cet automne, soit l'établissement d'un nouveau plan de gestion qui est échelonné jusqu'en 2027. Ouais. Bon, il y en a qui vont dire que c'est long, peut-être 2027, surtout s'ils ne redressent pas la barre au cas où qu'ils se seraient trompés. Ouais. Puis sans savoir non plus comment que les hivers vont se présenter. Surtout. Hein, parce qu'on sait que les hivers, quelquefois, sont assez mortels pour le chevreuil. Mais nonobstant cela, les grandes lignes du plan de gestion cette année, pour ceux, par exemple, qui dormaient quand c'est apparu, c'est parce qu'on nous dit que cette année, on a le droit de récolter 2 cerfs de Virginie, ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire de la chasse dans la province de Québec. Bon, 2 cerfs dans 2 zones différentes pour la plupart. Je pense qu'il y a 2 zones qui font exception à ça. Mais 2 chevreuils quand même, je trouve ça audacieux. Je trouve ça audacieux, sachant qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur la quantité de chevreuils que sur le territoire. On parle de densité. Sachant qu'on suit tout de suite le fameux abattage massif dans les zones 9 et 10 dû à la maladie débilitante chronique. Donc déjà qu'il y a des régions qui sont en mode plus rattrapage que de haute densité. Il y a des zones de chasse qui sont proches aussi, que c'est vraiment facile de dire en prends un dans 3, en prends un dans 7, quand les zones sont vraiment collées. Ben oui. Je prends la région de Drummondville, par exemple, où on a la jonction de la 7, de la 6, de la 8. Oui. Donc, c'est 3 zones giboyeuses, donc c'est facile. C'est juste une route, finalement, que tu as à sauter. Donc, mais bon, on comprend que c'est l'achat, par exemple, d'un 2e permis, ce qu'on appelle le permis supplémentaire, que le chasseur doit acheter avec son permis régulier. Donc, c'est sûr que ça va enrichir les coffres de l'État, mais à quel prix? Les gens sont inquiets un peu. Avec ça comme nouveauté, ben, on vient un peu nous dire que il y a le partage d'un permis de chasse qui est possible avec les membres de notre famille. Ouais. Conjoint, conjointe, enfants, petits-enfants, etc. Donc, quelqu'un, par exemple, qui s'est prévalu du tirage au sort d'un cerf sans bois, peut finalement le partager à un membre proche de sa famille. Et même, je dirais, la famille, je la trouve élargie un petit peu en effet. Le partage du permis de femelle. Mais moi, je trouve pas ça simple comme réglementation, parce que là, c'est moi, si j'ai un permis de cerf sans bois que je lègue à mon enfant, par exemple, et que lui abat un cerf sans bois, c'est lui, qui doit avoir un permis valide pour la zone où il chasse, ce que c'est pas vraiment très clair, bien marqué. Donc, une fois que son permis est établi dans ses poches de la bonne zone, il doit détacher son coupon de transport à lui, parce que c'est l'abatteur. Et à ce moment-là, à l'enregistrement, ben, il dit que c'est sur le permis de son père qu'il y a un permis de cerf sans bois. Moi, sur mon permis, on doit poinçonner mon permis pour dire que le cerf sans bois est déjà récolté, ce qui me permet de continuer à chasser dans une zone particulière, parce que maintenant, on a des permis de zone, un cerf avec bois. Je trouve que ça n'a pas été bien expliqué, ça, pour que les gens puissent bien comprendre la subtilité de la chasse. Et même pour les stations d'enregistrement, ça n'a pas été bien expliqué non plus. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas aidé aussi pour les stations d'enregistrement? L'enregistrement en ligne. L'enregistrement en ligne, c'est une autre nouveauté. Une autre nouveauté qui peut peut-être fausser les données. J'ai hâte vraiment de voir les statistiques. Oui, on a tout hâte de voir les statistiques de chasse. D'ailleurs, certaines mauvaises langues vont prétendre que l'enregistrement en ligne est une piste propice peut-être pour des faux renseignements. L'avenir nous le dira. Cependant, comme autre nouveauté, évidemment, que ce plan de gestion-là amène, c'est l'interdiction d'utiliser des leurres naturelles issues du cerf de Virginie. On explique que le chasseur, historiquement, récoltait les glandes tarsiennes, par exemple, pour se faire des leurres odorants, ou utilisait de l'urine naturelle de chevreuil, par exemple, pour faire ses propres grattés. Maintenant, on nous interdit une telle pratique. Il faut aller vers les leurres synthétiques. Est-ce que toi, tu étais en mesure de vérifier s'il y a eu un engouement au niveau des leurres synthétiques? Oui, de toute façon, les gens n'avaient pas le choix, parce que, oui,
les magasins avaient le droit de vendre de l'urine naturelle, parce qu'au Nouveau-Brunswick, on a le droit encore à certaines places, mais le chasseur n'avait pas le droit de l'utiliser. J'ai aimé mieux pas d'en rentrer du tout. Oui, pas jouer avec le feu. Pas jouer avec le feu. Les gens n'avaient pas le choix d'acheter de la synthétique. À la base, la synthétique est supposée sentir plus longtemps aussi. Oui, c'est ce qu'on dit. Il y avait différentes compagnies québécoises, américaines, nomme-les toutes. Il y en a qui ont eu du succès avec ça. Ah, c'est bon. Je suis content d'entendre ça. Mais en tout cas, il reste des tests à faire. Oh. Parce que moi-même, je suis le premier à vouloir tester un peu les produits synthétiques. Et je terminerai peut-être en vous disant également que le nouveau plan de gestion fait en sorte qu'on réglemente maintenant l'appâtage. Bon, ça vient peut-être du fait qu'il y a eu de la MDC, la maladie débilitante chronique, dans certaines régions. Donc, on veut limiter les attroupements de chevreuils. Oui. Mais on ne voulait pas l'interdire complètement parce que là, les chasseurs auraient été vraiment très mécontents. Oui. Mais on a coupé la poire en deux. On dit maintenant que c'est réglementé de septembre à décembre, donc au niveau de l'appâtage du cerf de Virginie. 1er septembre, on a le droit d'apporter 1er septembre au 1er décembre. Donc, finalement, ce nouveau plan de gestion-là suscite quand même beaucoup de questionnements, beaucoup de nouveautés, des permis de zone, des permis partagés. Bref, il s'agit de bien s'informer au niveau de la réglementation dans la zone où on veut chasser. Ça reste la responsabilité, finalement, du chasseur. Mais je suis sûr que jusqu'en 2027, on n'a pas fini d'entendre parler du fameux plan de gestion du cerf de Virginie que le Québec a adopté. Surtout en période de pandémie, ou qu'on n'a peut-être pas prévu qu'il y aurait tant de monde que ça en forêt qui allait chasser le cerf de Virginie. Donc, on s'en va voir notre fameux reportage de chasse aux coyotes hivernale avec Éric Cahouette en Mauricie. Bon, un matin, on a un petit vent. Je ne sais pas si ça va être bon pour nous autres, mais on va en profiter. Là. On a une petite place que c'est tous des fermiers qui sont dans le coin. Puis les coyotes, ils font une passe tout en arrière des chiens. Puis ils voyagent par là. Fait que nous autres, on va essayer d'aller pincer la passe par là. Puis il y a de l'autre côté aussi, là, que ça brasse pas mal aussi les coyotes. Là, il y a même une petite madame qui a perdu un de ses chiens. Fait qu'on s'en va essayer ça le matin. Puis il fait quoi, moins 9 peut-être? Avec des petits vents de 16-17 km. Là, c'est peut-être ça qui va nous nuire pour les cales, mais on va essayer de les pousser un peu plus fort. Le but de nous autres qu'on chasse le coyote, là, c'est pas d'éliminer toute l'espèce dans le secteur. On va tout le temps faire un petit secteur. On en tue 2, 3 une place, 2 une place. Il y a même des fermiers qui nous demandent d'en enlever 2, pas plus que ça, parce qu'après ça, ils ont des problèmes avec des ratons laveurs. Puis c'est bon pareil d'avoir un cheptel quand même de coyotes dans le coin sans que ce soit trop élevé. Parce que c'est lui qui va attraper les chevreuils malades. C'est toutes les petites, les plus faibles. Là. Fait que ça tient l'équilibre égal un peu, là, soit sur le chevreuil, sur le dindon, sur tout. C'est ça qui est bon de ne pas arriver à cause qu'on voit des pistes, de tout le temps vider le secteur au complet. Puis après ça, on se ramasse plus de coyotes, mais on se ramasse avec d'autres problèmes. Là, le matin, je vais venir m'asseoir sur le bord du poteau qui est ici. Là, on a un vent de face. Fait que ça va être bon pour nous autres, là. Ils ne sentiront pas. Ça va être juste pour nos corps. On va essayer de pousser plus fort pour aller chercher tous les petits îlots là, pour essayer de les faire sortir de là. Fait que je vais mettre mon banc là, je vais m'accoter là. On va attendre un 5-10 minutes comme il faut, là, parce qu'on a fait du bruit dans la croûte. Puis après ça, on va commencer avec un peu de lièvre en détresse. Là. Il y a une piste qui traverse tous les poteaux qui s'en va virer jusqu'à dans l'autre îlot. Là. Puis là, comme je suis là, il y a déjà une piste qui est passée ici, qui traverse, puis s'en vient fouiner jusqu'à dans la ferme en arrière de moi. Fait que c'est déjà une bonne passe pour le coyote. Là. Il va sortir de ce bois-là, il va tomber dans un îlot. Tu sais, il n'y a pas une grosse traverse de bois à faire au complet. Il va traverser d'un bois, un îlot, un autre petit îlot. Tu sais, il y a des petites chottes de champs. Fait que tu sais, pour lui, il se sent en sécurité que juste passer d'un grand champ à bord en bord. Le matin, c'est avec ma petite 243 là, qu'on va faire la chasse. Là. Je peux faire des bonnes portées avec ça, là, 1500 pieds facile. Je tire avec du 75 grains. On aurait pu monter à 100, mais 75, là, c'est parfait pour le coyote. Là. J'ai essayé une coupe de grains, là, puis ça ne m'agane pas la peau, ça fait la job.
On va commencer la saison des amours, là, c'est à peu près mi-janvier à mi-février. Fait que on va recommencer avec du lièvre en détresse. On va lâcher les hâles pour tout de suite, là. On va y aller avec du lièvre en détresse. Là. Il y a une petite croûte, fait qu'ils vont voyager comme il faut là-dessus. Là. Ils vont vouloir s'en venir. Fait que on va starter ça. On va en faire un pas trop fort en partant. Puis après ça, il va falloir que j'y pousse parce que là, on a un vent de face. Si on va aller chercher les îlots dans le fond, on est des croisés de bois, là. Fait qu'on va essayer d'aller pogner ça. Fait que un petit lièvre en détresse ce matin avec le petit last chance. On va faire des petits calls, là, on va alterner. On va faire des petits calls à environ à peu près 40 secondes, 30-40 secondes. On va attendre 3-4 minutes. On va refaire d'autres petits calls de même. Finissez pas ça trop sec. Finissez ça tranquillement, comme si le lièvre était sur le bord de mourir. De quoi de même. Comme ça, lui, il va penser tout le temps que le lièvre est affaibli, fait qu'il va prendre, il va commencer à prendre l'élan sans venir. On va faire une petite pause, là. 4-5 minutes, là, puis on va restarter ça. On va checker en même temps que nos jumelles, s'il n'y a pas une approche de coyote à quelque part. Quand vous faites vos appels, là, placez-vous déjà prêt à faire un tir s'il y a de quoi. Fait que de même, on sauve du temps et on sauve du mouvement pour lui. Parce que ça a une bonne vue, là, un coyote. Là. On a entendu péter au loin. Là. Ça doit être d'autres chasseurs de coyotes, ça. Ils viennent de tirer, mais ça a tiré trop cool. Pour moi, le coyote a gagné un matin. On va apparaître plus loin. On a fait des petites séances de lièvre. Fait que là, on va y aller avec des petits hâles de coyote. Là. Avec un petit diaphragme que je me mets dans le palais. T'sais, c'est sûr qu'ils vendent gros, là. Fait que les lièvres, ils l'ont-tu entendu jusqu'au bout, je sais pas. Mais on va leur mettre dans l'oreille un peu plus comme s'il y a un autre coyote qui s'en vient chercher sa proie. Là, on va faire des petits hâles de coyote. Fait que lui, il va se dire en même temps, s'il a entendu mon lièvre, il va dire ben là, il y a quelqu'un qui va venir manger ma bouffe en plus chez nous. Fait que... Là, ça fait environ 40-45 minutes qu'on est là. Là, le vent souffle un peu plus. Là, c'est comme tranquille le matin. Fait qu'on va repogner mes affaires. Moi, j'ai une place pas loin, là, à peu près à 10 km d'ici. Fait qu'on va aller spotter ça. C'est un autre îlot, un autre champ, mais au moins, on va être tous à l'abri du champ, puis mon son, il va porter là-bas. Bon, on va aller voir un autre spot. Un autre spot pas loin. Fait que là, on s'en va sur mon autre spot pas loin. On a entendu tirer tantôt là, à 3 coups. Là. Fait que d'après moi, s'il y en a qui chassaient le coyote, là, le coyote il a peut-être gagné là-dessus. Là. Fait que lui, il est peut-être revenu d'un champ ce bord ici. Là. Fait qu'on s'en va voir ça en truck en même temps. Puis on va faire des champs un peu en camion, là, parce qu'il y a quand même des bonnes bourrasques de vent là, pour aller s'asseoir. Fait qu'on va faire des spots en camion, on va checker. Fait que s'il y a de quoi après ça, on va débarquer, puis on va faire des approches, puis on va faire des calls. On va avoir des chances des fois d'en pogner comme ça. Là. Ça, on fait ça souvent, des fois quand il y a des bourrasques de vent de même, ou des fois à la fin de nos sorties de chasse. On fait tout le temps un petit peu de spot de camion pour voir dans les champs. Puis en plus, une croûte, fait qu'ils vont bien porter. Là. C'est pas comme s'ils venaient d'avoir une grosse tempête. Là. On va regarder ça. Là. Comme là, ça avait tiré pas loin d'ici. Fait que... Il y en a un drette dans le champ, là, au bout. On va arrêter de drette ici, là. Non, on m'avance un peu. Ah, quel là-bas, en arrière de la ferme.
Yes, on a le chien. Ils sont là. Juste par-dessus. Et plus de balles. Et ils sont là-bas les deux, là. Je sais pas si t'es vois comme il faut. C'est avec les deux ensemble. Il a fallu que je prenne mon temps, prendre le télémètre comme il faut, sauf que là, il y en avait que c'était à la course là-dedans. Là. Fait qu'on est allé comme à l'instinct un peu, on s'est dit à peu près, là, j'ai vu mes balles passer par-dessus, j'ai essayé de me rajuster avec ça. Ben, regarde, c'est ça la chasse, là. C'est pas plus grave que ça. Il va en avoir d'autres, puis on va en repogner d'autres. Mais c'est pas grave, ça a été le fun pareil aujourd'hui, puis on a eu de l'action, puis on va en avoir d'autres dans d'autres journées, c'est sûr. Fait que continuez à faire vos prospections puis ces affaires-là, puis n'oubliez pas de demander des permissions, puis comme ça nous permet des fois de rentrer sur des champs de même, puis on a eu le droit d'avoir accès. Fait que faites ce qu'il faut, puis restez à l'affût. Super reportage de chasse aux coyotes. Ce que j'aime particulièrement, Vincent, c'est qu'on ne voit pas ça souvent à la télévision. Non, la chasse aux coyotes, on voit pas ça souvent. Puis en plus, on a vu du coyote. Eh oui, c'est ça qui est particulier. Il fallait vraiment être chanceux ce Ouais. matin-là pour voir du gibier. Et j'aime l'approche de notre chasseur, d'ailleurs, où qu'il dit qu'il n'est pas là pour exterminer les coyotes. C'est bon d'en laisser quelques-uns. Ça vient faire le contrôle des ratons laveurs. J'avais Ouais. pas pensé à ça. Contrôle raton laveur, puis il pense au futur aussi, que la prochaine fois qu'il va tourner à la chasse, ben, il risque d'en revoir encore. Exact. Ce qui est malheureusement pas le cas comme philosophie de bon nombre de chasseurs du Québec, c'est de penser un petit peu plus loin au futur. Évidemment, il a mis l'emphase sur la propriété privée en demandant des permissions, puis on voit véritablement qu'il maîtrise son art, puis j'ai bien aimé son approche. Oui, Très intéressant. bon chasseur. Et dans la thématique, ben, il n'avait pas l'air à faire chaud. Il se plaignait qu'on a vu la façon qu'il était habillé. Il y avait même des genres de bottes en loup marin. Ouais. Là, tu sais, on voit qu'il était équipé. Et tu nous as amené des vêtements, Vincent, pour finalement ces froids extrêmes-là, qu'on puisse quand même continuer à pratiquer nos activités. Oui, c'est sûr que pour la chasse aux coyotes, c'est pas l'idéal vu la couleur. Ouais. On a vu dans le reportage qu'il était vraiment habillé en camo blanc. Camo blanc, en effet. Mais si on pense à des saisons de chasse au chevreuil qui terminent tard, Oui. ou on va chasser dans l'Ouest canadien, ben là, ça prend de quoi pour nous tenir au chaud. Toi, tu as connu des froids extrêmes dans l'Ouest canadien. Oui, j'ai fait un noirceur à moins 26, Arrête. puis en haut d'un arbre, puis si j'aurais pas été bien habillé, ben j'aurais pas fait ma journée, Ah, c'est sûr, on est misérable. À Ouais. moins 26, pas mal habillé. C'est sûr que Les mains. les mains, on voit souvent ça, les joueurs de football. Ah oui, c'est vrai. Tu bords des lignes, Sur là. le bord des lignes, qui se réchauffent les mains. C'est merveilleux, un modèle comme ça. Il y en a plusieurs modèles. Il y en a des chauffants, il y en a qui ne sont pas chauffants. Ce modèle-là, il est chauffant. Il y a des batteries. Il est chauffant. Oui, il y a des Ah, batteries oui. internes pour que ça dégage une chaleur. Ah oui, merveilleux. Si on n'a pas la chance d'avoir un qui est chauffant, ben il y a toujours les fameux hot pads Oui. qu'on peut mettre à l'intérieur. Puis, tu sais qu'on est tous un peu dépendants de nos cellulaires maintenant. Oui. Au froid, les batteries, Ça t'offre pas longtemps. ça t'offre pas longtemps, donc on peut mettre notre cellulaire à l'intérieur et Ah oui. nos mains, notre cellulaire est au chaud. Une belle petite pensée pour nos gens accros de technologie. Ouais. Correct pour les mains, mais qu'en est-il pour les pieds? Oui, pour les pieds, c'est pas une botte, c'est vraiment un par-dessus. Moi, j'avais de la marche à faire, j'arrivais à mon mirador, j'ôtais mes grosses bottes, T'enlevais tes bottes? je gardais juste le feutre et je mettais le feutre à l'intérieur. Ah oui. C'est sûr que pour un mirador, faut faire attention si on est en hauteur, le temps d'enlever nos bottes, c'est pas tout le temps évident. Dans les tentes, c'est idéal aussi dans ceux qui chassent en tente. Donc ça, c'est un isolant qui est supérieur à notre botte? Oui, parce que notre botte, souvent, n'est pas isolée. Oui. Ben, les grosses bottes avec un feutre. Donc, au froid extrême, ça prend un feutre.
Fait que j'ose mes bottes, je garde mon feutre, puis je mets ça à l'intérieur. C'est génial. Fait que je suis encore plus au chaud, puis il y a toujours encore, si on veut mettre un hot pad à l'intérieur, une semelle complète. Donc, camouflage en plus. Une petite... pour les pieds. Et tu nous as emmené une salopette qui, moi, ça me fait sourire un peu parce que par froid extrême, étant plus jeune, j'amenais un vieux sac de couchage dans mon Tristan, puis on s'en mitouflait là-dedans. C'est finalement la nouvelle technologie qui vient remplacer un peu mes moyens de base. Oui, là. oui. Il y en a plusieurs modèles. Ce modèle-là, je l'aime bien parce que on n'a pas de manche. OK. Il y a les trous pour passer les bras. Donc, vu que c'est très épais, que c'est très gros, bien, on veut avoir notre arme à feu, si on veut faire de quoi de vite, il faut bouger quand même rapidement. Donc, on a quand même nos habits de chasse à l'intérieur. Oui, bien ça, c'est un par-dessus. C'est un par-dessus, puis faut pas oublier, il faut le prendre grand. Hein, oui, amplement regardez grand. les jambes de ça. Puis il n'y a même pas de trou, hein? C'est la botte qui arrive directement au bout de ça. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant, comme je te dis, les bras, on est lousse pour pouvoir faire nos manœuvres. On peut enlever De sort amovible, dépendamment de ton engin de chasse. bon capuchon pour froid extrême. Un modèle comme celui-là, oui, il paraît très grand. Il marque sur la boîte pour 6 pieds 3. Après l'avoir utilisé avec mon habit de chasse, je trouvais ça pas trop grand, juste parfait. Oui, parce que c'est sûr qu'en magasin, je dis, hey, je vais me perdre dedans, ça n'a pas d'allure. Mais avec l'habit de chasse, ben, on avait de la place amplement. Puis en tente, on peut le laisser sur place, pas traîner ça tout le temps. Puis pareil, dans mon Tristan, il était toujours accroché dans l'arbre. OK. J'arrivais, je m'habillais. Une journée plus froide, on l'enfile. Puis... Est-ce que ça a des poches? Est-ce que c'est un petit peu genre convenient? Ou, oui, il y a des... à l'intérieur? Non, il y a des poches extérieures. OK. La plupart, ils ont les zippers scellés pour que ça soit imperméable. Ça, c'était ma prochaine question. Il arrive une chute de neige, par exemple, ou une pluie verglaçante. Est-ce que ça résiste un peu? La plupart le sont. C'est de vérifier. Il y en a plein de compagnies qui font ça, là. Mais la plupart sont toutes imperméables. Super intéressant comme capsule. Merci beaucoup, Vincent. Eh bien, c'est déjà tout pour nous cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. On remercie Éric Cahouette pour son fantastique reportage de chasse aux coyotes. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission à l'affût.